ici à Dakar. Nous couvrons 22 pays de la sous-région. Et même si la Gambie est un des plus petits pays de cette région, c'est une de nos plus grandes priorités. Et c'est pour deux raisons. D'abord, c'est parce que l'ampleur des violations des droits humains est complètement disproportionnée par rapport à la taille du pays. Et deuxièmement, c'est parce que l'impact de ces violations et le manque de respect des obligations régionales peut saper la crédibilité des institutions dans la région. Et c'est pour ces deux raisons que nous lançons aujourd'hui, 6 mois avant les élections présidentielles et 2 jours avant le sommet de la CEDEAO, un nouveau rapport qu'on a ici aujourd'hui qui analyse les violations des droits humains depuis les dernières élections en 2011. Et ce qu'on peut dire que même s'il y avait peu de liberté d'expression en 2011, il y en a beaucoup moins maintenant. Et ça, c'est très très clair dans notre rapport. Mais avant de te expliquer quelques détails, je veux juste préciser que Amnesty International, c'est une organisation indépendante et politiquement neutre. Donc, nous ne prenons pas parti dans les élections. Nous ne soutenons ni les partis d'opposition, ni le gouvernement. Notre mandat se limite à l'analyse de la situation des droits humains et surtout dans ce contexte, la liberté à l'expression. Lors de la finalisation de ce rapport, beaucoup de choses se sont passées en Gambie, qui nous ont rappelé pourquoi nous avons choisi d'investir autant de temps et autant d'énergie dans ce pays. Comme vous le savez, en avril et mai, il y avait une série de manifestations pacifiques, souvent menées par les partis de l'opposition, qui étaient brutalement réprimées par les forces de l'ordre. Il y avait des dizaines et des dizaines de personnes arrêtées et battues par les forces de sécurité. En ce moment, il y a plus de 87 personnes qui restent en détention suite à ces manifestations. Il y a 51 qui ont été inculpés, y compris le leader de United Democratic Party, Ousseynou Darboe, et au moins 36 personnes qui restent en garde à vue sans être inculpées. Et la brutalité de cette répression, c'est une chose qui nous a choqués. Mais une autre chose était le fait qu'elle soit arrivée après une année pendant laquelle les partis politiques avaient commencé à avoir très tentativement à avoir un peu plus d'espace de liberté d'organiser des rassemblements politiques. Et moi-même, j'ai un souvenir très clair d'une conversation avec un homme qui nous a parlé de son optimisme et son enthousiasme d'une nouvelle opportunité de s'exprimer. Cet homme s'appelait Solo Sandeng, un activiste au sein de l'UDP. Malheureusement, il en a payé les frais. Il était arrêté le 14 avril, il était gravement battu par des forces de sécurité et il est mort en détention. Une femme elle-même en détention a témoigné qu'elle a vu son corps battu et sanglant en détention. Et cette femme a aussi subi la torture, frappée avec les bâtons par les hommes en cagoule. Pour une fois, il y avait une réaction vocale et rapide par la communauté internationale. Les déclarations de l'Union africaine, de la CEDEAO, des Nations unies, des États-Unis, de l'Union européenne. Mais la réponse des autorités gambiennes se situe entre le déni et l'indifférence. Je pense que vous avez tous vu la déclaration du président cette semaine qui a dit, je traduis, Ban Ki-moon et Amnesty International peuvent aller en enfer. Qui sont-ils pour exiger cela? Où est le problème? Des gens qui meurent en détention ou pendant un interrogatoire, c'est très commun. Personne ne me dirait quoi faire dans mon pays. Et ça, c'est une chose très très grave et très scandaleuse. Ces répressions rappellent les défis à relever en Gambie 6 mois avant les élections, mais ce n'est ni nouveau ni unique. Nous savons que les journalistes sont menacés depuis longtemps en Gambie et leur métier a été rendu même plus difficile par l'introduction des lois répressives en 2013, par exemple l'interdiction de la publication des fausses nouvelles. Et les rares journalistes qui publient les voix critiques font face à l'intimidation et l'arrestation. Il y a eu 3 organes de presse qui ont été fermés ces derniers 5 ans. Il y avait des arrestations des journalistes comme Aladji Cissé. Nous avons parlé aux dizaines et dizaines de journalistes qui ont fui le pays. Et un journaliste nous a dit que être journaliste est le métier le plus dangereux en Gambie. L'opposition s'est rarement entendue dans les médias.
et leurs activités sont réprimées et leurs membres sont arrêtés. C'est clair, nous avons déjà vu un exemple très récent. Mais en 2013, il y avait aussi 3 membres du United Democratic Party, y compris le trésorier national Amadou Sané, qui étaient arrêtés et torturés. Et il y a d'autres membres de l'opposition aussi qui ont été harcelés. La société civile aussi est muselée, et les défenseurs des droits humains et les leaders des associations ont peur de parler des sujets sensibles et parfois avec raison. En février de cette année, le leader d'un syndicat des transporteurs, Sheriff Diba, est mort en détention et son organisation était interdite par décret, par ordre du président. Et l'année passée, Imam Sawane, était arrêté après qu'il a présenté pacifiquement une pétition au palais présidentiel et il a été arrêté et il est en détention depuis plus de 8 mois sans avoir accès à son avocat, sans avoir accès à sa famille. Il y a avec tout ça sans doute un climat de peur très grave en Gambie qui perdure par des pratiques aussi de surveillance de masse. Et notre rapport donne beaucoup d'exemples de surveillance, les systèmes des informateurs, mais aussi les pratiques d'imprimer les appels téléphoniques possibles les personnes. Il y a une citation que je veux donner d'un membre de la société civile qui était assez typique. Tu ne sais pas qui va te dénoncer. Tu ne sais pas qui marche derrière toi. Tu ne sais pas qui est payé par l'agence de renseignement pour être informateur. Et ça, on en a entendu beaucoup. Il y a aussi les pratiques de la torture et des arrestations arbitraires. Et il y a plusieurs personnes des Nations Unies qui ont critiqué cette pratique. Enfin, notre rapport montre comment la Gambie, de manière consistante et flagrante, refuse de coopérer avec les organes internationaux et régionaux. Qui sont responsables pour le suivi et la protection des droits humains. La Gambie a, par exemple, refusé de mettre en œuvre 3 jugements de la Cour de la CEDEAO qui sont supposés d'être légalement contraignants par rapport aux meurtres, tortures et disparitions de 3 journalistes. La Gambie a rejeté des dizaines de recommandations aussi par les États membres des Nations Unies. Et comme on a dit, le président a dit à Ban Ki-moon et à Amnesty d'aller en enfer. Souvent, la question n'est pas pour savoir s'il y a des violations, parce que nous savons qu'il y en a beaucoup. La question, c'est souvent pourquoi est-ce qu'on devrait agir? Pourquoi maintenant, après autant d'années de violations? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'efficace qu'on peut faire? Et d'abord, je dirais qu'il y a plus de 87 raisons pour agir. Il y a plus de 87 manifestants pacifiques qui restent en détention depuis avril et mai. C'est aussi un test de la crédibilité des institutions dans la région. C'est un test de la crédibilité de la CEDEAO s'ils ont la volonté et la possibilité d'agir. Est-ce que la CEDEAO est en mesure de s'assurer que ces traités et sa Cour seront respectés ou est-ce qu'ils seraient impuissants face à ce défi? Et il y a un moment d'opportunité aussi. Il y a la tension internationale est sans précédent. Il y a des élections dans 6 mois. La CEDEAO se réunit dans 2 jours. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. La CEDEAO peut et devrait ouvrir une commission d'enquête sur les arrestations et la répression récente. La CEDEAO peut et devrait exiger que la Gambie respecte les décisions de la Cour et les engagements dans ces traités de respecter et protéger la liberté d'expression. Et la CEDEAO peut et devrait prendre des mesures disponibles dans ces traités, y compris la suspension de la Gambie, si le pays refuse de se conformer. Et sur ce point, il faut aussi préciser que les sanctions de la CEDEAO sont prévues dans les textes s'il y a de graves violations des droits humains ou si un pays ne respecte pas les obligations de la communauté. Ce n'est pas seulement dans le cas des coups d'État. Le FOSCAO va servir de relais aux organisations de la société civile et à toutes les parties prenantes qui ont pris part à ces rencontres. Et par la voix du FOSCAO, nous demandons à la CEDEAO d'inciter la Gambie à respecter ses obligations en tant que membre de la CEDEAO.
de libérer les détenus. Aussi, d'ouvrir une enquête pour les décès, les cas de torture reportés et les viols qui auraient été commis sur des femmes qui manifestaient. Nous profitons aussi de cette occasion pour demander à la CEDEAO de réexaminer le dossier qui est en cours de justice à la CEDEAO, de publier les documents et de prendre en considération la violation du droit d'association et de rassemblement qui a été commis lors des événements du mois d'avril. Donc nous sommes à la disposition de toute organisation, de toute institution qui veille au respect des droits humains en Gambie, et nous allons reporter les communiqués et toutes les conclusions qui sortiront de cette rencontre au niveau de la CEDEAO. Notre focus sera certes sur la liberté d'expression, mais comme vous le savez, la liberté d'expression est la pierre angulaire. Sans cette liberté, les autres droits humains ne peuvent pas être exercés. Et aujourd'hui, on va vers des élections. Comme l'a dit tout à l'heure notre collègue d'Amnesty Steve, nous sommes des organisations partisanes. Mais lorsque la liberté d'expression, lorsque les droits humains fondamentaux, notamment le droit à la vie, sont bafoués, je pense que ce gouvernement n'a plus de légitimité. Et aujourd'hui, je pense que la réponse, au-delà de nos organisations des droits humains, elle doit être politique et elle doit être audacieuse au niveau de cette sous-région. Nous avons documenté depuis ces 22 années, comme la plupart de nos organisations, la triste situation des droits humains. Et aujourd'hui, depuis 2 décennies, plus d'une centaine de journalistes ont quitté le pays. Certains directement attaqués par des actes de torture, d'autres arrêtés arbitrairement pendant des mois et des années pour certains, et beaucoup d'organes de presse fermés. On a vu des saccages, des organes de presse qui ont été brûlés. Aujourd'hui, il y a une saignée dans la profession. Et comme vous le savez, un pays aussi ne peut pas se développer. Le climat de peur continue de régner parce que les voix ne sont pas amplifiées. Les voix ne sont pas amplifiées parce qu'il y a un seul organe, c'est l'organe d'État, qui a le droit de tout dire et de tout faire, et les autres expressions sont réduites au silence. Tout à l'heure, Steve a donné un ton en parlant de Solo Sendeng, qui est l'une de nos préoccupations. Et lorsqu'on a vu la réaction du président Jammeh, je pense que ça doit nous motiver davantage à nous mettre ensemble pour que l'impunité cesse, pour que ces atrocités ne puissent continuer. Des personnes, à peu près plus de 80 personnes sont en prison aujourd'hui, et certains sont détenus dans des centres illégaux et subissent des atrocités. Et parmi ces personnes, il y a des femmes qui ont été humiliées, leur intégrité physique attaquée, et aujourd'hui, on a un silence total sur ces cas. Ces violences doivent s'arrêter. Solo Sendeng, comme l'a dit mon collègue, son sort est triste. Il s'est battu pour son pays. En 2013, il a été arrêté. Il a refusé de quitter parce qu'il croyait en la liberté. Et cette liberté de participer à la direction de son pays, cette liberté de pouvoir s'exprimer pour dire non. Et récemment, il réclamait seulement des réformes par rapport à ce code électoral unique, ce code électoral qui est injuste, pas démocratique, et il y a perdu la vie. Donc sa mort doit servir de leçon. Mais nous sommes tristes parce que sa famille n'est même pas au courant officiellement. Et je cite avec angoisse une de ses filles qui disait « Nous réclamons juste que du gouvernement gambien des informations sur le sort de notre père. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-il en vie? Est-il mort? Nous avons juste appris à travers des proches et des médias et les médias qu'il a été tué. Mais est-ce qu'on peut faire le deuil dans ces conditions? Non, nous ne pouvons pas. Nous avons envie de le voir, de voir au moins son corps. Ma maman ne peut même pas sacrifier au rituel du veuvage, faute d'informations officielles sur le sort de notre papa. Je pense que ceci est accablant. Aujourd'hui, l'information sur la personne, sur qu'est-ce qui lui est arrivé, n'a pas été donnée à sa famille. La famille a le droit à l'information, et aujourd'hui nous sommes en Afrique de l'Ouest, et Mme Sendeng doit faire son veuvage et le gouvernement doit donner l'information, et ceci est inhumain. Et cela m'amène à d'autres points. Combien de corps ont été confisqués dans ce pays? Des gens ont été tués.
Où sont les 9 corps des personnes exécutées en 2012? Personne ne les a vus. Les familles n'ont pas encore fait le deuil. Où sont les autres corps après les tentatives de coup d'État? Le droit à l'information est sacré. Parce que lorsqu'on n'a pas une information, on est meurtri. Et c'est là aussi, c'est pourquoi nous pensons qu'au-delà des autres cas, il faut aussi qu'on parle de cette confiscation inhumaine des corps des personnes pour encore faire mal aux familles. Et cela aussi se poursuit, cette répression. On persécute les familles. On persécute les familles aussi pour faire peur, pour que les gens découragent les siens à se soulever et à dire non à l'oppression. Donc je pense que ceci, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, les violations, la catalogue, vous en connaissez, et nous remercions aussi les médias ici au Sénégal et dans la sous-région. Je pense que les voix s'amplifient. Et aujourd'hui, c'est l'information qui va faire la différence. Nous devons continuer à informer juste, mais à dire tout ce qui se passe. C'est pourquoi nous avons besoin de cette solidarité, pour que toutes ces atrocités qui se passent soient documentées, et qu'on puisse informer l'opinion publique internationale et nationale, pour que l'Afrique agisse et que la communauté internationale nous aide. Ici à Abré, nous avons vu lundi ce qui s'est passé. Si des gens courageux n'ont pas eu la possibilité de documenter et de parler, on n'aurait pas de justice. Le chemin de la justice est long, mais il faut faire tout pour que ces crimes qui sont commis en Gambie depuis 1994 ne puissent rester impunis dans notre sous-région.